du tribunal. Il a essuyé une larme de crocodile, jetant un coup d'œil aux membres de la famille qu'il avait invités pour assister à mon humiliation. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas protesté. J'ai juste consulté ma montre. 3 minutes. C'était tout ce qu'il lui restait avant que son monde entier ne s'effondre. Soyez honnête, avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux et ment à votre sujet pour se faire passer pour la victime? Mettez un « oui » dans les commentaires si vous savez exactement ce que l'on ressent. Je veux voir combien d'entre nous ont survécu à cela. Hubert s'est rassis en lissant sa cravate en soie comme s'il venait de prononcer une éloge funèbre parfaite. Le silence dans la salle d'audience était pesant, chargé du jugement des tantes et des cousins qu'il avait entassés sur les bancs du fond. Ils attendaient la crise de nerfs. Ils attendaient que Léa, la ratée de 29 ans, la déception de la famille, l'enfant perdu, se mette à hurler ou à implorer sa clémence. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié. Je suis restée assise là, respirant l'air confiné du tribunal judiciaire, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable pour tout le monde, sauf pour moi. Mademoiselle Léa, a dit la juge marchant en regardant par-dessus ses lunettes, votre père a formulé des allégations très graves concernant vos capacités mentales et votre gestion du patrimoine familial. Avez-vous une réponse à apporter? Hubert s'est penché en avant, tel un prédateur sentant le sang. Il voulait l'explosion. Il avait besoin que je lui donne raison en agissant de manière hystérique. C'était sa monnaie d'échange, le chaos émotionnel. Si je criais, il gagnait. Si je pleurais, il gagnait. Alors, je ne lui ai rien donné. Je me suis levée lentement, lissant le devant de mon blazer. Je n'ai pas regardé l'assemblée. Je n'ai pas encore regardé la juge. J'ai regardé directement Hubert. J'ai gardé un visage totalement neutre. Dépourvu de colère, de peur ou de tristesse. Dans le monde de la psychologie, on appelle cela la méthode du « rocher gris ». Vous devenez une pierre. Vous devenez inintéressant, impassible et plat. Vous privez le narcissique du carburant émotionnel dont il a besoin pour fonctionner. Mais Hubert ne savait pas que je ne restais pas silencieuse parce que j'étais brisée. Je restais silencieuse parce que j'enregistrais tout. Mademoiselle Léa, a insisté la juge. Je vous écoute, madame la juge, ai-je dit d'une voix calme et posée. J'attends simplement que mon père ait fini de lister ses griefs. Je ne voudrais pas interrompre sa performance. Le rictus d'Hubert a vacillé pendant une fraction de seconde. Il s'est tourné vers son avocat, maître Lefebvre, et lui a chuchoté quelque chose. Lefebvre, lui, ne souriait pas. Il transpirait. Il tapotait nerveusement son stylo contre son bloc-notes. Un tic nerveux que j'avais remarqué il y a 3 mois, quand j'avais commencé à suivre leurs moindres mouvements. Lefebvre savait quelque chose qu'Hubert ignorait. Il savait que les documents laissent toujours une trace. Et il savait exactement quel papier ils avaient falsifié pour obtenir cette audience. J'ai de nouveau regardé Hubert. Il était confiant, arrogant, gonflé par le mensonge qu'il vendait à la famille depuis des années, qu'il était le patriarche courageux protégeant une dynastie en péril, et que j'étais la fuite dans la coque du navire. Il pensait qu'il était sur le point de signer un papier qui lui donnerait ma tutelle légale et l'accès aux 5 millions d'euros restants de l'héritage. Il pensait être à quelques minutes du contrôle total. J'ai senti une clarté froide et tranchante s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'adrénaline. C'était la sensation d'un piège qui se referme. Il pensait que ce silence était ma reddition. Il n'avait aucune idée qu'il s'agissait en réalité du bruit d'un viseur se verrouillant sur sa cible. Poursuivons, ai-je dit en me rassoyant. Écoutons la suite, madame la juge. Regardez son mode de vie, a ricané Hubert en me désignant d'un geste méprisant comme si j'étais une tache sur le sol. Elle vit dans un clapier de 20 mètres carrés dans un quartier médiocre. Elle porte des vêtements de fin de série. Elle prend le bus parce qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter une voiture. Elle a gaspillé chaque opportunité que je lui ai offerte. Je l'ai écouté énumérer mes échecs comme on lit une liste de courses. Mais mon esprit est reparti 2 ans en arrière. Je me suis souvenu du jour où il était venu dans mon appartement sans prévenir.
Il avait regardé mon petit studio avec un dégoût pur. C'est embarrassant, Léa, avait-il dit en poussant du pied une pile de livres. Je dis à mes amis que tu te cherches, mais nous savons tous les deux que tu n'es qu'une ratée. Puis il était reparti au volant d'une Porsche Cayenne flambant neuve, une voiture dont j'ai appris plus tard qu'il l'avait louée en usurpant mon identité. Il ne savait pas que ce studio était un choix. Pendant qu'il achetait des costumes à 5 000 € pour impressionner des gens qui le détestaient, je construisais une comptabilité invisible. Chaque fois qu'il me traitait de moins que rien, je transférais 5 000 € supplémentaires sur un compte d'investissement offshore. Chaque fois qu'il se moquait de mon boulot ennuyeux de saisie de données, j'étais en réalité en train de gérer un portefeuille de 15 millions d'euros pour des fonds de capital investissement. Je n'étais pas fauché. J'accumulais. Je n'échouais pas. J'achetais. Il pensait que je prenais le bus parce que je ne pouvais pas m'offrir une Peugeot. En réalité, j'utilisais mes liquidités pour racheter la créance douteuse de son adhésion ultra select au club de golf. Quand il riait de mon blazer d'occasion, je finalisais les papiers pour acquérir la société écran qui détenait l'hypothèque sur son propre immeuble de bureau. Il voyait une fille à mettre sous tutelle. Je voyais une dette à liquider. Elle n'a aucune notion de responsabilité financière. A hurlé Hubert en frappant la table du poing. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Ce n'était pas un père inquiet pour son enfant. C'était un parasite paniqué à l'idée que son hôte se dessèche. Il ne voulait pas d'une mise sous tutelle par amour. Il la voulait parce qu'il se noyait dans les dettes et que j'étais le dernier canot de sauvetage. Il avait besoin du contrôle légal sur mes actifs parce qu'il avait déjà dilapidé les siens. Ce n'était pas un parent. C'était un prédateur. Et c'est pour cela que je n'éprouvais aucune culpabilité. Si je n'avais été qu'une fille, j'aurais peut-être hésité. J'aurais peut-être essayé de l'aider une dernière fois. Mais je n'étais pas sa fille aujourd'hui. J'étais sa créancière. Et aujourd'hui, ce n'était pas une réunion de famille. C'était une saisie immobilière. Est-ce tout, monsieur Hubert ? A demandé la juge Marchand, son stylo crissant bruyamment sur son carnet. Non, a dit Hubert, une lueur de triomphe dans l'œil. Il a fait signe à Lefebvre. Nous avons la preuve de son incompétence. Une preuve irréfutable. Lefebvre s'est levé, le bruit de sa chaise sur le sol sonnant comme un coup de semonce. Il ne m'a pas regardé. Il s'est approché de la barre et a remis une épaisse liasse de relevés financiers à la juge. Madame la présidente, a dit Lefebvre d'une voix légèrement tremblante, nous soumettons des preuves concernant la gestion désastreuse du fonds fiduciaire établi par la défunte grand-mère, plus précisément le compte de décaissement principal. Hubert n'a pas pu attendre que l'avocat finisse. Il a bondi, pointant un doigt tremblant vers moi. Elle a tout perdu, madame la juge. Elle a laissé s'évaporer 750 000 € sans même s'en apercevoir. Un souffle de stupeur a parcouru la salle. Mes tantes ont porté la main à leur cou. Mes cousins ont échangé des regards horrifiés. Pour eux, 750 000 € était une fortune. Pour Hubert, c'était la seule chose qui le séparait de la faillite personnelle. Expliquez-vous, a dit la juge Marchand en feuilletant les pages, le visage impénétrable. Regardez les transferts. A crié Hubert, abandonnant tout semblant de décorum. Au cours des 24 derniers mois, des sommes colossales ont été virées de ce compte. 50 000 ici, 80 000 là. Le tout vers des sociétés écrans, toutes intraçables. Et elle n'a rien fait. Pas de plainte à la police, pas d'alerte à la banque, rien. Il s'est tourné vers l'assistance, jouant pour son public. Ma fille est tellement déconnectée de la réalité qu'elle a laissé un voleur vider son héritage. Si nous n'intervenons pas maintenant, elle sera à la rue dans 6 mois. Je l'ai regardé faire son numéro. C'était magistral d'une certaine manière perverse. Il présentait son propre vol comme mon incompétence. Il pariait sur le fait qu'aucune personne censée ne laisserait une telle somme disparaître sans hurler. Par conséquent, je devais être folle. Par conséquent, il devait prendre le contrôle. Nous déposons une requête en urgence, a ajouté Lefebvre en essuyant la sueur sur sa lèvre supérieure.
Nous demandons le gel immédiat de tous les avoirs et la nomination d'Hubert comme tuteur provisoire pour stopper l'hémorragie. Hubert m'a alors regardé. Ce n'était pas un regard d'inquiétude. C'était un regard de victoire. Il pensait m'avoir acculé. Il pensait que l'argent manquant était la preuve absolue de mon incapacité. Il ne réalisait pas que c'était l'appât. Il avait raison sur un point, l'argent était parti. Mais il se trompait sur la négligence. Il supposait que j'étais trop stupide pour vérifier mes comptes. Il supposait que j'étais la même petite fille silencieuse qui l'intimidait autrefois à table. Mademoiselle Léa, a dit la juge Marchand d'une voix grave. Ces relevés montrent une diminution significative des fonds. Avez-vous une explication sur la destination de cet argent? Un silence de mort s'est installé dans la salle. Hubert s'est adossé, croisant les bras. Il s'attendait à ce que je bégais. Il s'attendait à ce que je fonde en larmes en disant que je ne savais pas. Il était prêt à gagner. Je me suis levée. Je n'ai pas regardé mes notes. Je n'ai pas regardé mon avocat. J'ai pris un unique dossier bleu que j'avais posé sur la table au début de l'audience. Je n'ai pas d'explication, Madame la juge, ai-je dit clairement. J'ai une carte. Je me suis approchée de la barre et j'ai placé le dossier devant la juge Marchand. Je n'ai pas pressé le pas. Je bougeais avec la lenteur délibérée de quelqu'un qui connaît la fin du film parce qu'il en a écrit le scénario. Mon père a raison, Madame la juge, ai-je dit en me tournant légèrement vers l'assistance. L'argent est parti. 750 000 € ont été transférés hors de ce fonds. J'ai regardé chaque centime s'en aller. Hubert a lâché un éclat de rire nerveux. Elle l'admet. Elle a regardé faire et n'a rien dit. Elle est catatonique. Je n'étais pas catatonique, l'ai-je corrigé, ma voix tranchant son bruit comme un rasoir. J'étais patiente. La juge Marchand a ouvert le dossier. Ses yeux se sont agrandis en regardant la première page. Ce n'était pas un tableur. C'était une carte, une visualisation d'empreintes numériques. Mademoiselle Léa, a dit la juge en levant les yeux, qu'est-ce que je regarde? Vous regardez les journaux de connexion IP pour chaque transfert non autorisé, ai-je expliqué. Je n'ai pas seulement suivi l'argent. J'ai suivi l'appareil. Chaque transaction provient d'un seul ordinateur de bureau situé au 44 bis, rue des Chênes. C'est l'adresse personnelle de mon père, plus précisément son bureau privé. Le visage d'Hubert s'est vidé de ses couleurs. Il a commencé à se lever, mais Lefebvre l'a brusquement rassis. Ce sont des preuves piratées, a bafouillé Hubert. Elle les a fabriquées. Et ici, ai-je continué en pointant la page suivante, l'ignorant totalement, se trouvent les confirmations de virement. Vous remarquerez que les fonds n'ont pas été envoyés à des sociétés écrans au hasard. Ils ont été envoyés sur des comptes détenus par Apex Consulting. Une société enregistrée aux Ignévais. Je me suis tourné vers Hubert. Une société que tu as immatriculée il y a 3 ans en utilisant le nom de jeune fille de ta maîtresse. La salle a explosé. Ma tante a étouffé un cri. Hubert avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il a réalisé trop tard que je n'avais pas ignoré son vol. Je l'avais documenté. Mais pourquoi? A demandé la juge Marchand, réclamant le silence d'un geste de la main. Si vous saviez qu'il volait, mademoiselle, pourquoi n'avez-vous pas gelé le compte? Pourquoi l'avoir laissé prendre près d'1 million d'euros? C'était le moment. La stratégie du pot de miel. À cause de la loi, madame la juge, ai-je répondu. Si je l'avais arrêté à 50 000 €, cela aurait été un simple litige civil, une affaire de famille. Il s'en serait tiré avec une réprimande et du sursis. Il serait revenu dans ma vie 6 mois plus tard pour essayer de voler à nouveau. J'ai regardé Hubert. Je voulais qu'il comprenne la mécanique de sa propre destruction. J'avais besoin qu'il franchisse la ligne entre le petit vol et la fraude bancaire en bande organisée à l'échelle internationale. J'ai désactivé les alertes de sécurité express. J'ai laissé la porte ouverte.
J'ai attendu que le montant total volé dépasse les 500 000 € et que les transferts passent par des banques étrangères. Je me suis penché en avant, posant mes mains sur la table. Cela constitue un délit de blanchiment et de fraude en bande organisée. La peine minimale requise est de 10 ans de prison ferme. Pas de libération conditionnelle, pas de sursis. Hubert s'est affaissé sur sa chaise. Il paraissait minuscule. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il n'avait pas braqué une banque, mais qu'il s'était enfermé lui-même dans un coffre-fort. « Je n'ai pas perdu 750 000 €, papa, ai-je dit, ma voix froide et définitive. Je les ai dépensés. C'était le prix de ta condamnation à mort sociale et judiciaire. Et franchement, c'était une affaire. » Hubert était acculé. Mais un rat est plus dangereux quand il est piégé. Il a essuyé la sueur de son front d'une main tremblante et a fouillé dans sa mallette. Il a sorti une feuille de papier, légèrement jaunie sur les bords. « Elle ment », a-t-il dit, sa voix reprenant de la force. Elle a autorisé chaque transfert. Elle a juste oublié. Il a remis le document à l'huissier qui l'a passé à la juge. Hubert s'est tourné vers l'assistance, sa confiance revenant comme une poussée de fièvre. C'est une procuration générale, signée et notariée il y a 2 ans. Elle m'accorde explicitement le contrôle total de ce compte spécifique pour gérer les investissements familiaux. Elle l'a signé juste après la mort de sa grand-mère parce qu'elle était trop accablée pour gérer les finances. La juge Marchand a examiné le papier. Elle a froncé les sourcils. La signature semble authentique. Elle est authentique, a dit Hubert en souriant pour la première fois depuis 10 minutes. Elle l'a signée. Elle ne s'en souvient tout simplement pas. Cela prouve mon point de vue, madame la juge. Sa mémoire lui fait défaut. Elle est en pleine dissociation. Elle crée ses fantasmes paranoïaques de complot parce qu'elle ne peut pas affronter la réalité, elle m'a donné sa permission. L'atmosphère a de nouveau basculé. J'ai vu mes cousins chuchoter. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être était-elle vraiment confuse. Même Lefebvre, l'avocat transpirant, s'est redressé, l'air plein d'espoir. Si ce document tenait la route, le vol n'était plus un vol. C'était une gestion autorisée. Mon dossier pour fraude s'évaporerait. Le pot de miel serait inutile. La juge Marchand m'a regardé. Mademoiselle Léa, est-ce votre signature ? J'ai reconnu le document instantanément. 2 ans plus tôt, enfoui dans la paperasse des funérailles, Hubert l'avait glissé devant moi. J'avais signé sans lire, une erreur qui avait déclenché la guerre. Ça ressemble à ma signature, ai-je dit. Hubert a bondi sur l'occasion. Vous voyez. Elle l'admet. Elle oublie tout. Elle a besoin d'un tuteur. Il pensait avoir gagné. Je l'ai laissé savourer l'illusion le temps d'une respiration. Puis j'ai ouvert mon sac et j'ai tendu un second dossier. Ce formulaire te donne le contrôle d'un compte, Hubert, lui ai-je dit calmement. Mais il ne te donne pas un toit pour dormir. J'ai alors révélé la vérité. J'avais racheté discrètement l'immeuble de son cabinet d'avocat, et il n'avait pas payé son loyer depuis des mois. Une procédure d'expulsion avait été déposée le matin même. J'avais aussi racheté la créance de sa maison. Je possède tes bureaux. Je possède ta maison. Je possède tes dettes, ai-je déclaré. Tu es venu ici pour demander ma tutelle. Tu vas repartir en étant mon locataire expulsable. Il s'est effondré. La salle d'audience a vu son ego s'écraser au sol. J'ai fait glisser un désistement de sa plainte et une confession complète sur la table. Signe ça. Tu as 30 jours pour partir. Refuse, et les serrures seront changées d'ici midi. Il a signé, marmonnant que je lui serais toujours redevable. Les portes se sont ouvertes avec fracas. Des officiers de la police judiciaire sont entrés avec le procureur de la République. Hubert a été arrêté sur le champ pour parjure et escroquerie, activant un acte d'accusation scellé que j'avais préparé des mois auparavant. Personne ne l'a défendu pendant qu'on l'emmenait. À l'extérieur, le ciel semblait plus pur. J'ai finalisé la vente de sa maison, supprimé son numéro et je suis parti sans me retourner.
La paix n'est pas un cadeau que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on prend. Et parfois, le coup le plus puissant consiste simplement à laisser les autres s'enterrer tout seuls.